Bonjour, bienvenue dans cette matinée, donc la dernière journée de la masterclass. On est ravis de vous retrouver pour cette deuxième intervention de la matinée. Aladji Ba nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Aladji. Bonjour. Donc Aladji, on est super content que tu sois là parce que vraiment on avait besoin de sport aussi dans cette semaine de masterclass. Alors Aladji Ba, si vous ne le connaissez pas encore, parce que du coup Aladji, comme tu le sais, on n'est pas en présentiel mais en distanciel, mais tous nos étudiants sont là pour être connectés et te poser toutes les questions qu'il faut à la fin de notre entretien. Donc Aladji, donc un petit peu de bio quand même, si les étudiants ne te connaissent pas encore. Donc Aladji Ba, c'est un athlète de haut niveau qui est allé aux Jeux olympiques, donc paralympiques. Donc c'est un sprinter du 200 mètres et du 400 mètres. Alors tu es né en 73 à Bignona au Sénégal, j'espère que je prononce bien le mot. Ouais. Et à la suite d'une maladie, parce qu'Aladji donc est non-voyant pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, à la suite d'une maladie, pour ne pas la nommer, le rétinoblastome, je prononce bien, qui est un cancer rare de la rétine, tu es devenu non-voyant à l'âge de 5 ans. Du coup, tu arrives en France en 74 dans un institut spécialisé et c'est là que tout commence, j'allais dire, au niveau des sports, puisque ton professeur de sport te repère et te propose de faire de l'athlétisme. Alors ça commence comme ça, mais ça va continuer puisque tu vas faire la découverte au fur et à mesure, notamment d'un garçon que personne ne connaît, un Carl Lewis, ancien athlète et figure américaine pendant les JO de Los Angeles. Et du coup, c'est à l'âge de 11 ans que l'histoire va réellement commencer. Tu vas te lancer à corps perdu dans l'athlétisme et super parcours, on va le voir après. Donc tu as eu évidemment plusieurs guides, plusieurs entraîneurs. C'est vrai que nous, on retient souvent toujours les mêmes noms, mais peut-être que tu vas nous en parler. On a le nom d'Olivier Degnaud qui était ton entraîneur et ton guide Denis Auge, mais il y en a eu d'autres. Et puis quand même, je vais faire une grosse aparté parce que je ne sais pas si vous voyez mes feuilles, mais c'est voilà un palmarès assez édifiant, Aladji. Donc on va faire un petit résumé. 2 fois médaillé de bronze aux 400 mètres aux Jeux paralympiques de Sydney en 2000 et Athènes en 2004. 2 fois médaillé de bronze aux championnats du monde en 2002 et 2003. Au championnat d'Europe, évidemment, tu deviens aussi médaille d'argent puisque tu deviens double vice-champion d'Europe du 400 mètres en 2001. 2 fois médaillé de bronze, alors en 2005 sur du 400 mètres, sur du 200 mètres en 99 et en 2001. Donc vraiment un gros palmarès au niveau athlétisme. Donc comme on l'a dit, tu as participé au JO, donc aux Paralympiques de Sydney, Athènes et Pékin. On reparlera d'ailleurs de ces Jeux olympiques. Et pour finir quand même, parce que sinon tu n'es pas partout, tu as même joué ton propre rôle dans le film La ligne droite, racontant l'histoire d'un jeune athlète devenu aveugle après un accident. Donc un palmarès exceptionnel, un palmarès impressionnant. Alors c'est vrai que nous, la première question qu'on se pose, alors peut-être une aparté avant les premières questions, Aladji, c'est tout à l'heure en off, tu me parlais de tes entraîneurs et de tes guides, parce qu'on retient toujours un nom dans l'une des deux catégories, mais il n'y a pas eu que Olivier Degnaud, il n'y a pas eu que Denis Auge. Il n'y a pas de... Pardon. Au niveau entraîneur et guide, tu en as eu plusieurs. Alors, au niveau des guides? Oui, parce que tu sais, on parlait de Denis Auge. Ouais. Pardon, excuse-moi. Non, pas de souci. Alors sinon, attends, on va parler du guide après. De toute façon, on va parler du guide après. D'abord, moi, ce que je voulais savoir par rapport à nos jeunes gens qui nous écoutent, c'est vrai que ta maladie ne t'a jamais fait oublier quand même tes rêves les plus fous. On est toujours en train de parler de motivation, de rêve à exaucer quand on est jeune. Quand on est non-voyant, on a comme tous les autres des passions, des envies. Toi, tu n'as jamais lâché l'affaire. Tu as commencé par courir en tant que non-voyant, mais c'est pas évident de courir quand on est non-voyant. Comment ça se passe pour réussir à avoir ce palmarès-là et à se dire on peut courir? Pour avoir une motivation. Alors en fait, l'idée c'est que, donc comme je disais, moi j'ai commencé à courir donc à l'âge de 9 ans pour faire de l'athlétisme en EPS. En fait, la première vraie motivation qui m'est arrivée, c'est que en 97, lors des championnats de France en e-sport, alors ce qu'il faut savoir, c'est que je vais juste parler d'un point de règlement, c'est que jusqu'en 96 à Atlanta, quand on courait le 100 mètres, parce qu'en fait moi j'ai commencé par le 100 mètres et le saut en longueur. Sur le 100 mètres, en fait, on courait un par un et à la voix. D'accord. La difficulté, c'est que
quand on était 40 athlètes au départ du 100 mètres, en fait, ça prenait une matinée pour faire courir tous les athlètes, puisqu'on ne pouvait pas courir 8 athlètes en même temps avec 8 guides qui nous appelaient devant. C'est un peu dangereux. Et à Atlanta, ils se sont rendus compte que c'était assez compliqué. Donc, ils ont décidé de nous mettre sur 100 mètres exactement dans les mêmes conditions que sur le 200, 400 et sur les autres courses. Donc, relié à un guide. Et donc, en 97, en France, pendant les championnats de France, c'était la première fois qu'on utilisait cette technique-là sur 100 mètres. Et à la fin après la finale du 100 mètres, il y a une maman qui vient me voir en me disant en voyant cette course-là, parce que c'était une course assez serrée, on a été le classement a été fait vraiment à la photo finish. La mère m'a dit, en voyant ça, je me dis que ma fille qui est en train de perdre la vue, en fait, plus tard, je sais qu'elle pourra faire du sport, puisque je viens de voir que des personnes en situation de handicap peuvent faire du sport. Donc ça a été la première motivation. Et ensuite, en fait, quand on se retrouve avec tout un groupe d'entraînement, c'est-à-dire que le coach plus le guide autour de nous, apprendre à monter tout un team autour de soi pour pouvoir se préparer pour les championnats d'Europe, championnats du monde, mais surtout pour les Jeux, surtout qu'en fait les Jeux, en fait, on les prépare sur 4 ans, on les prépare pas sur une année, on les prépare sur 4 ans. En fait, la motivation, elle vient de nous, mais elle vient aussi du groupe qui nous entoure. Donc, il faut être vraiment bien entouré, bien trouver les bonnes personnes. Mais du coup, Aladji, comment on trouve le bon guide, le bon binôme? Parce que c'est ça le secret aussi. Alors, le bon binôme se fait sur casting. D'accord. Non, mais c'est une blague, mais en même temps, c'est vrai, parce que pour monter un vrai binôme qui fonctionne bien, il faut que ce soit deux personnes qui s'entendent, que ce soit sur la piste et en dehors de la piste. Humainement aussi. Ouais, parce qu'en fait, il faut apprendre à avoir confiance en son guide. Il faut que le guide ait confiance en nous aussi. Et surtout, pourquoi il faut, quand je dis qu'il faut un casting, c'est que le guide, si on est à l'entraînement avec lui, voilà, c'est quelqu'un qui connaît l'athlète, il sait comment gérer l'entraînement que le coach donne et ainsi de suite, gérer les exercices et ainsi de suite. Mais par contre, s'il ne vous connaît pas, ça devient très vite un problème. Et ça devient pas forcément un problème qu'à l'entraînement, ça devient un problème pendant une compétition. Parce que à l'entraînement, on se voit 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Dans la journée, ça peut être 2 fois 3 heures, 2 fois 1 heure, ça dépend de l'entraînement qu'on a. Mais au moment de la compétition, c'est pour les championnats de France, on est ensemble pendant 3 jours. Mais pour les Jeux paralympiques, c'est quasiment 1 mois ensemble, et H24. Donc si on ne se connaît pas et qu'on n'arrive pas à comprendre les réactions des uns et des autres, ça devient très vite un problème. Oui, parce que non seulement le guide court à vos côtés, mais il doit bien vous connaître. Si à un moment donné, il sait que vous pouvez donner plus, il va aussi vous encourager dans ce sens-là. Mais j'imagine que s'il vous sent au bout, ou si un jour vous n'êtes pas bien, il doit pouvoir le sentir aussi. C'est vraiment un dialogue permanent entre vous? C'est un dialogue, oui, hors des pistes. Mais pendant l'entraînement, il y a beaucoup de dialogue, parce que le guide est obligé de donner des instructions en fait, le guide, on va dire que d'abord le guide, à la base, à l'entraînement, c'est un peu le relais entre l'entraîneur et l'athlète. C'est-à-dire que l'entraîneur va donner les instructions, l'athlète les connaît, mais après les instructions intermédiaires, par exemple quand le coach nous dit on va faire tel type d'exercice, quand c'est une personne qui voit, le coach va montrer l'exercice.
Et après, ça devient que du mimétisme. Alors qu'un non-voyant, même si le coach montre l'exercice, c'est le guide qui va comprendre l'exercice et va essayer, à la base, il va essayer, mais après, il faut qu'il réussisse à le faire, parce que de toute façon, on ne doit pas rester dans l'essai tout le temps, mais dans la réussite. Doit montrer l'exercice à son camarade, donc à l'athlète, pour que l'athlète puisse le refaire. Donc, il y a d'abord tout un apprentissage autour de la communication entre l'athlète et le guide. Et puis après, il y a beaucoup de choses qui se font par le biais du corps. C'est-à-dire que le guide va attraper un bras, une jambe, pour montrer la position que doit avoir l'athlète. Et puis après, pendant l'exercice, soit le guide peut être là pour encourager, ou soit il peut être là aussi pour dire aussi que l'exercice n'est pas vraiment bien fait, si c'est pas l'entraîneur qui le dit. Déjà. D'accord. Et puis en plus, on parlait de casting à l'instant. J'imagine qu'au niveau physique, il va falloir que le guide se assure aussi, parce que pour pouvoir te suivre sur les pistes, il faut quand même qu'il court le guide aussi. Donc c'est vraiment une alchimie à la fois mentale et physique. Alors on va regarder justement, on va parler d'adrénaline et d'alchimie entre nous. Juste après, on va regarder la petite vidéo qu'on a pour montrer un peu ce qu'est Aladji. Bonjour, je m'appelle Aladji Ba, je suis né le 15 décembre 1973 au Sénégal. Je suis arrivé à Paris en mars 1974. J'ai débuté l'athlé en 84, donc j'avais 11 ans. Et en fait, je l'ai débuté, on va dire, suite à la découverte de Carl Lewis pendant les Jeux Olympiques de Los Angeles. En fait, j'ai perdu la vue à la suite d'une maladie qui s'appelle le rétinoblastome. Et donc j'ai perdu la vue totalement à l'âge de 5 ans. Alors voilà, on a vu la petite vidéo, donc parce qu'elle est beaucoup plus longue que ça, mais donc un reportage hors norme pour une personnalité hors norme. Donc Aladji, à la suite de cette vidéo, c'est vrai qu'on se demande souvent de combien d'heures de travail il y a par semaine, par exemple, quand on court comme ça, pour avoir cette adrénaline, cette alchimie, et puis ces résultats. Ça demandait combien d'heures de travail, de sport par semaine? Beaucoup. Non, je dis beaucoup. Pourquoi? Parce que en fait, à la base, il y a tout un travail avec le guide au tout début de la rencontre avec le guide, qui est un travail autour de la synchronisation. Parce que quand on court ensemble, ce qui prime vraiment, c'est effectivement la course, la technique de course et tout ça, mais la synchronisation est super importante, parce que si ça se grippe à un moment donné, ça devient très très vite compliqué. Et ensuite, il y a toute la partie effectivement technique de l'athlète, avec toute sa partie, en fait, la confiance qu'on a envers son guide est là. Et donc c'est tout un travail, parce que déjà quand on rencontre le guide et qu'on commence vraiment à travailler avec lui, ça peut durer pour arriver à un truc vraiment
totalement optimum, il faut au minimum 3-4 mois plein de travail. Et après, l'entraînement, en fait, un athlète handisport à haut niveau est au même niveau qu'un athlète valide. C'est-à-dire qu'on a 2 séances par jour, à raison de 6 à 7 jours d'entraînement par semaine. Quand je dis 7 jours, il nous est arrivé à certaines périodes d'entraînement où on s'entraînait quasiment 10-12 jours quasiment de suite, avec des temps de repos un peu, un peu allongés, mais on avait 10-12 jours d'entraînement à la suite, et après on avait 2-3 jours de récupération totale. Mais l'entraînement, c'est exactement le même, c'est-à-dire qu'on fait exactement le même type d'entraînement, musculation, ce qu'on appelle aérobie, vitesse, technique de course, et on a vraiment un exercice spécifique vraiment aux non-voyants, qui est tout le travail autour de la synchronisation, trouver des techniques pour être vraiment optimum. Alors, on peut faire un peu le même rapprochement entre un guide et son athlète avec une Formule 1. C'est que pour être optimum le jour de la course, il faut trouver les bons réglages. C'est exactement la même chose entre un guide et un athlète. D'accord. Bonne comparaison, on voit tout de suite. Alors du coup, par rapport à tous ces entraînements, on imagine, tout à l'heure tu disais que quand on va aux Jeux Olympiques, aux Jeux Paralympiques, on prépare ça pas 2 mois avant, mais quelques années avant. Donc justement, toi qui les as fait, on rappelle que tu as fait Sydney, Athènes, Pékin, tu n'es pas un novice en la matière, mais comment on s'attaque aux Jeux, sachant qu'il y a une échéance à un moment donné? Est-ce que justement l'entraînement change, se durcit un peu, ou au contraire plus de journées de récupération? Est-ce qu'il y a plus de mental que de physique? Alors, en fait, les Jeux, en général, on part à N-4, on va dire ça comme ça. C'est pour ça que, par exemple, pour les Jeux de Tokyo, ça a été très très compliqué pour les athlètes, parce qu'en fait, toute leur préparation a été un peu décalée. L'idée, c'est on part à N-4, on sait que les Jeux vont commencer à telle date, on connaît à peu près le programme, donc on sait que, par exemple, moi je savais que si on part sur la préparation d'Athènes, je savais que les Jeux avaient lieu fin septembre. On savait que le 400 mètres, mon 400 mètres devait avoir lieu aux alentours, on va dire entre le 20 et le 27 septembre. Donc l'idée, c'était de partir de ma reprise de l'entraînement après Sydney, en disant Athènes 2004, on a 3 échéances avant Athènes, qui sont les championnats du monde et les championnats d'Europe, et travailler sur qui est l'aboutissement d'abord de chaque année, qui est d'aller au championnat d'Europe, au championnat du monde, avec des minima qui nous sont imposés. Et à partir de ces minima-là, en fait, essayer de réussir à être totalement optimum chaque année, et d'être vraiment au top la dernière année au moment des Jeux. En sachant qu'un athlète, chaque année, a 2 pics de forme, et il faut être au top au moment de ces pics de forme-là. Donc, il ne faut pas être prêt trop tôt, et faut pas que ce soit un pic ascendant au moment de la compétition, et si on fait une performance pendant les Jeux, et que 2 semaines après on va courir autre part, et qu'en fait on bat le record du monde, en fait on va se dire que on a été prêt trop tôt, par exemple. D'accord. C'est cette idée-là. Donc on part sur cette idée-là, et à partir de là, dans le travail qu'on a aussi en tout cas en tant qu'athlète non-voyant, c'est à ce moment-là aussi qu'on met en place son équipe. C'est-à-dire qu'on sait que sur la N-4, on a un guide, peut-être qu'il en faudra 2, 3, pour travailler sur différents types de secteurs pour la course. Et à partir de là, mettre en place les jours d'entraînement, en sachant qu'on sait que
le lundi, ça va être tel type d'entraînement, le mardi, un autre type d'entraînement, et ainsi de suite. Pour se caler après, parce qu'on sait en général que les compétitions importantes tombent toujours le week-end. Donc faire du travail lourd et dur pendant la semaine et être un peu plus léger en fin de semaine et ainsi de suite. Donc tout ça c'est mis en place entre parenthèses sur un tableau ou un cahier en début de l'Olympiade. Et après, l'idée c'est de s'y tenir et de travailler au mieux qu'on peut. D'accord. Mais tu parlais de 2-3 guides à l'instant, justement. Est-ce que, question toute bête, mais est-ce qu'on a des guides joker quand on va au jeu, à savoir aussi au dernier moment, le guide avec lequel tu travailles ne peut pas pour X raison, il est malade, il a un empêchement, que tu puisses toi quand même faire la compétition? Exactement. C'est pour ça que en fait, l'idée c'est d'avoir plusieurs guides avec qui travailler. Parce que le guide, on va dire que le guide principal, alors moi c'est vrai qu'on me connaît surtout avec Denis Auger, puisque c'est vraiment la personne avec qui j'ai travaillé de façon optimum pendant un peu plus de 10 ans. Et en fait, pour être sûr qu'au moment de la compétition, le jour J, que le guide soit là. Et en fait, il faut travailler avec 2, 3, 4 guides pendant l'année. Et en fait, le guide qui sera le mieux, ce sera celui qui viendra avec nous. Mais à la base, normalement, on a un guide principal et les autres sont entre parenthèses des satellites. C'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est vraiment des personnes qui sont là pour... par exemple, moi, pour la préparation d'Athènes, j'avais 3 guides différents, mais ces 3 guides travaillaient sur 3 secteurs différents. Alors que Denis était le guide principal, donc je faisais régulièrement toutes les séances, tous les types de séances avec lui. J'en avais un deuxième qui était vraiment le guide autour vraiment de la partie VMA aérobie, puisque c'est vraiment celui qui avait ce secteur qui était vraiment au top pour lui. Et le troisième qui était vraiment le sprinter pur, donc celui qui me faisait travailler toute ma partie vitesse, technique de course pour le 200 mètres par exemple, et qui me permettait de la répercuter sur le 400 mètres. Donc ces 3 guides-là étaient vraiment les guides avec qui je travaillais sur toute la semaine. Denis était le guide principal. On savait que si je partais en compétition internationale, c'était avec Denis. Maintenant, si Denis était amené à être blessé, en fait, j'étais amené à courir avec l'un des 2 autres, parce qu'il savait que c'était l'un des 2 autres qui devait venir à la compétition. Mais ça, en fait, c'est des choses qui sont mises en place dès le départ. C'est pas des choses qu'on décide au dernier moment et mettre les gars en frustration, bien au contraire. Ouais, tout est cadré dès le départ. Ouais. Ok. Alors, Aladji, donc toute cette partie Jeux paralympiques, athlétisme, toute cette partie haut niveau, alors ça c'est une première partie de ta vie, mais aujourd'hui tu as une deuxième partie aussi de vie, c'est que tu interviens en tant que conférencier. Donc, en tant que conférencier, tu interviens sur des thèmes comme la confiance, l'esprit d'équipe, le handicap évidemment, la motivation aussi, le dépassement de soi. D'ailleurs, on voit souvent des photos de toi avec des enfants, etc. C'est important pour toi, cette continuité dans l'apprentissage, la transmission. Tu parlais tout à l'heure d'une maman qui était venue te dire merci en gros, parce que voilà, j'ai des chances de faire ça aussi à mon enfant. Donc ça, c'est important de continuer le message après la compétition. On fait des conférences sur ces thèmes-là? En fait, moi, comme je disais, donc à ce moment-là, ça a été une sorte de déclic. Ça a été aussi un déclic d'expliquer que moi-même, j'étais capable d'aller courir, parce que jusqu'à entre autres cette compétition-là, on m'a toujours dit d'arrêter l'athlétisme parce que c'était quelque chose qui servait à rien. De faire autre chose. Alors, en fait, j'ai fait effectivement autre chose. J'ai fait des études en même temps, mais la passion de l'athlétisme m'est venue vraiment petit à petit. C'est-à-dire que je suis tombé dans le bain de l'athlétisme de haut niveau très tardivement. C'est-à-dire que j'aurais pu, si j'avais eu
cette envie, ou même si on m'avait transmis cette envie jeune, j'aurais peut-être fait des performances beaucoup plus tôt et j'aurais été peut-être à Atlanta. Voilà, avec toute modestie, hein, je ne dis pas que j'aurais été, mais voilà, il y aura des choses qui auraient peut-être pu être faites avant. Donc c'est de ça dont tu parles maintenant, tu as envie de faire passer aussi ce message-là. Ouais, mais parce qu'en fait, il n'y avait pas... en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que officiellement, je suis le premier aveugle non-voyant... premier aveugle français sprinter à partir à une compétition internationale. Il y avait des déficients visuels, donc des malvoyants ou des très très malvoyants qui ont participé à des compétitions. On a eu des champions paralympiques, par exemple en longueur, mais qui étaient malvoyants, qui étaient. On a eu des demi-fondeurs malvoyants, mais en fait en tant que sprinter, en fait on n'avait pas de sprinter non voyant. Donc en fait quand moi je suis arrivé là, j'étais une sorte d'ovni et il a fallu justement apprendre tout ça, savoir vraiment comment m'amener à haut niveau, comment me guider pendant la compétition et ainsi de suite. Donc c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas. Donc moi j'ai dû apprendre en même temps que les autres ont appris à savoir comment me mettre en place. Et moi, en ayant appris ça, en fait, je me suis dit, si on ne connaît pas, et en plus, comme déjà les Jeux paralympiques en eux-mêmes, on n'en parlait pas, quasiment pas, alors les championnats d'Europe, les championnats du monde, on n'en parle même pas, mais les Jeux paralympiques, oui, ça a été une sorte d'évolution. Barcelone, on savait qu'il y avait les Jeux paralympiques, mais on ne voyait quasiment pas. En 96 à Atlanta, c'est un 52 minutes qui sort après les Jeux paralympiques. Et donc voilà, donc il y avait rien qui expliquait les différentes catégories. Donc moi je me suis dit, en même temps que de faire ma carrière, si ma carrière pouvait servir à d'autres, voilà, tant mieux. Et c'est ce qui s'est passé entre parenthèses, puisque un des médaillés à Tokyo, qui était déjà médaillé à Londres et à Athènes d'ailleurs, Trevor Makunda, en fait c'est quelqu'un qui m'a vu courir pendant les championnats du monde de Séville en démonstration en 99. Et en fait, lui s'est dit, j'aimerais bien faire comme lui, comment faire. Et après, quelques temps après, on a croisé son entraîneur à l'entraînement, sur un footing, tout simplement. Et en fait, lui a essayé de savoir comment il pouvait se rapprocher de la fédération d'e-sport. Et en 2001, Trevor s'est retrouvé avec nous au championnat d'Europe. Il a appris comment ça se passait, et petit à petit, voilà, il est devenu l'athlète qu'il est aujourd'hui. Il a été médaillé à Athènes, il a été médaillé au championnat du monde plusieurs fois, il a été champion du monde, il a été médaillé à Pékin, il a été médaillé à Londres, et il est encore médaillé à Tokyo. Donc déjà, dans mon camp, transmettre, c'est vraiment intéressant. Et en plus, quand moi je vais faire des interventions dans des écoles aussi, c'est apprendre aussi non seulement à faire comprendre aux enfants ce que c'est le handisport, mais surtout ce que c'est le handicap visuel. Parce que souvent, les enfants ont un peu peur d'une personne en situation de handicap telle qu'elle soit, parce qu'en fait, les parents leur inculquent un peu cette peur de l'enfant. Et là, le fait de venir leur parler, puis leur dire que le handicap, déjà, c'est pas contagieux, et que c'est pas forcément quelque chose qui devrait faire peur, en fait, on se retrouve avec des enfants qui après, essayent de comprendre comment on guide quelqu'un qui ne voit pas, et qu'on lui parle pas forcément en lui disant là, ici, parce que c'est des mots qui veulent rien dire pour un non-voyant, mais en lui disant à gauche, à droite.
Et voilà, c'est ce qui est super sympa d'expliquer ça aux enfants. Ouais, c'est vraiment très important cette transmission. Et d'ailleurs, tu fais pas que ça parce que j'ai vu lors de certains Jeux Olympiques et puis notamment à Pékin que tu t'étais exprimé assez brièvement, mais on va revenir là-dessus, sur des sujets un peu plus sensibles, hein, comme les droits de l'homme par exemple. C'est vrai que on a toujours cette notion, alors notamment à Pékin, hein, c'est un petit peu un symbole, mais malheureux, mais est-ce qu'il y a toujours cette notion de discrimination dans le sport? Est-ce que ça existe? Est-ce que tu l'as toi ressenti quand tu étais athlète? Qu'est-ce qui ressurgit là-dessus en termes d'actualité aujourd'hui? Voilà, est-ce que voilà, tu t'es déjà exprimé parfois là-dessus, mais est-ce que tu peux nous en dire plus aujourd'hui? Alors, la discrimination en elle-même, je ne l'ai pas vraiment ressentie parce qu'au niveau handisport, on n'a pas vraiment pas trop de problèmes comme ça. C'est-à-dire que on se sent peut-être discriminé dans le sens où on n'est pas forcément vu. Mais alors moi, je vais un peu nuancer ça, mais c'est vrai que le handisport c'est quelque chose de très vaste. C'est-à-dire que c'est aussi vaste que le sport. Donc si on... Alors les derniers chiffres, je ne les ai pas eus, mais je sais que quand on m'avait posé la question après Pékin, et je disais que quand on regardait les chiffres, si on prenait tout le handisport confondu, on était plus vu que certains sports valides qui n'étaient quasiment pas vus en fait, ou que certains sports féminins. Mais aujourd'hui, en fait, on a de plus en plus de visibilité au moment des Jeux, comme d'autres sports. C'est-à-dire que quand on regarde les Jeux Olympiques, on apprend qu'on a des athlètes en lutte, en gym, qui sont médaillés dans d'autres compétitions, championnat du monde, championnat d'Europe. Et on les découvre là, alors que voilà, ils sont multiples médaillés. C'est vrai aussi par exemple pour les courses comme le canoë, comme ça. Et on les découvre vraiment au jeu, puis après ils disparaissent pendant 4 ans, quoi. Alors que le handisport, voilà, on en parle aussi un peu tous les 4 ans parce qu'on en parle au moment des Jeux paralympiques. Et là, aujourd'hui, on en parle un peu plus parce que c'est autour de Paris 2024. Donc, on va dire que la discrimination, elle est vraiment à ce niveau-là, autant qu'on va parler de la discrimination autour du sport féminin et tout ça. Après, si on part sur un plan un peu plus politique, tout comme ça, c'est vrai que moi, c'est la première fois que j'en parle réellement face caméra, mais c'est vrai que moi j'ai eu un souci à Pékin parce que entre parenthèses j'avais soutenu Amnesty International sur un projet autour de différents, en fait on était différents sportifs à avoir soutenu des dissidents chinois qui étaient soit en résidence surveillée ou emprisonnés. Et en fait, la politique s'est mélangée au sport. Parce qu'en fait, les Chinois ont pas forcément bien pris mon soutien autour d'Amnesty International, alors que moi, je n'avais pas forcément d'ambition autour de la politique et d'Amnesty International au moment des Jeux de Pékin, puisque au contraire j'ai soutenu que les Jeux ne soient pas boycottés, parce que j'avais toujours dit que si les Jeux devaient être boycottés à Pékin, fallait prendre la décision dès l'annonce des Jeux, donc en 2001, et pas 3 mois avant, puisqu'on s'est préparé pour ça, en sachant qu'il y a des athlètes qui étaient déjà sélectionnés 1 an avant les Jeux de Pékin. Donc moi, les Jeux de Pékin, c'était une fête, comme c'était une fête à Athènes, comme c'était une fête à Sydney. Et en fait, les Chinois l'ont pas vu de ce œil-là. Ce qui fait que quand moi je suis arrivé à Pékin,
J'étais, alors on peut me prendre pour un parano, mais c'est pas du tout le cas. J'étais sous surveillance totale, et quand je dis surveillance totale, c'est que 2 heures avant la cérémonie d'ouverture, j'ai été convoqué par la fédération handisport, qui m'a dit voilà, on a un souci, c'est qu'il y a eu une réunion avec les comités paralympiques et le comité d'organisation des Jeux et les renseignements généraux chinois, en fait, l'équivalent des renseignements généraux, pour expliquer que, pour parler de la sécurité autour de la cérémonie d'ouverture, entre autres, et de la sécurité autour des Jeux pendant la quinzaine. Et entre autres, ils ont annoncé que certaines personnes étaient surveillées pendant ces Jeux, et je faisais partie des personnes surveillées. Donc c'est comme ça que je l'ai su. Et donc, on m'a demandé, quand la Fédération française m'a demandé, et c'est à juste titre, je la blâme pas, c'est tout à fait normal, m'a demandé de faire un choix, soit de venir, d'aller à la cérémonie d'ouverture, d'y aller pour faire la propagande politique, ou j'y allais pas. D'accord. Ok. Et moi, je leur ai dit que de toute façon, j'allais aller à la cérémonie d'ouverture, parce que moi, j'y allais pour faire la fête, c'était les Jeux, et que je n'étais pas du tout là pour faire de la politique, puisque j'étais là pour le sport, c'était les Jeux, on était en trêve, c'est une trêve, les Jeux sont une trêve autour de la guerre, problèmes politiques, tout ça. En fait, donc moi, j'avais pas du tout d'ambition de venir montrer un t-shirt quelconque ou de faire. Pendant la cérémonie d'ouverture, donc j'ai été surveillé parce que s'il y avait un problème, en fait, toute l'équipe de France repartait à Paris. Et pour vous dire que j'ai été tellement surveillé que j'étais même plus vu sur le stade olympique, donc sur le grand écran du stade olympique, que Xi Jinping. Donc, voilà. Donc, partout où j'étais, en fait, il y avait une caméra qui me surveillait pendant la compétition, pendant la cérémonie d'ouverture, et pendant la compétition, en fait, j'en ai même subi les conséquences, puisque dans la chambre d'appel, j'ai été on m'a fouillé de A à Z. J'avais les fameuses lunettes qu'on voit sur toutes les compétitions, oui. M'ont été retirées pour me mettre d'autres lunettes que l'organisation me donnait, en me disant que c'était que mes lunettes n'étaient pas du tout conformes, alors que ça faisait 10 ans que je les utilisais. Incroyable. Voilà, donc tout a été vraiment bloqué. Je suis arrivé sur la piste. En général, quand on rentre sur la piste, on essaie de faire coucou au camp France, voilà. Et moi, j'ai pas été autorisé à me retourner vers les tribunes. Voilà, donc jusqu'au moment de ma mise, au moment où je me suis mis dans les starting blocks, j'ai été empêché de tout. Donc voilà. Donc après, ça m'a un peu pesé sur la course. Ça m'a un peu déconcentré. Mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, c'est le seul moment où j'ai vraiment eu des soucis. Et voilà, tant pis. Ouais, c'est une histoire assez incroyable. Ouais. Alors, du coup, Aladji, parfaite transition à la prochaine question qui est de parler de communication. Là, du coup, tu disais que tu étais sur toutes les caméras, donc voilà, ton image partout. Alors justement, en termes d'image, comment on gère au niveau communication, au niveau stratégie, son image quand on est athlète de haut niveau, grand sportif, et puis encore aujourd'hui? Parce que quand on tape Aladji Ba sur Internet, on te voit en conférencier, mais on te voit aussi sur les pistes. Donc l'image continue d'être gérée avec le temps et dans la durée. Donc voilà, est-ce que toi tu t'intéressais à la communication, tu as toujours mis ton nez dedans? Est-ce que tu avais des gens qui s'occupaient de ça? Et est-ce qu'il y a encore des gens qui s'occupent de ça? Alors, moi, mon grand regret, c'est que je n'ai jamais eu quelqu'un pour s'occuper de ma com, de mon image, et puis d'essayer de me trouver des sponsors. Voilà, ça a toujours été tout seul, avec mon guide, bien sûr.
en plus, bon, on était dans une période où les réseaux sociaux commençaient à apparaître. Donc, jusque-là, on n'avait pas de com autour des réseaux sociaux. Donc, on va dire que je me suis fait quasiment tout seul avec des guides, du bouche à oreille. Le fait d'être vu en compétition avec les valides m'a permis d'être reconnu. Mais sinon, j'ai pas du tout eu ce coup de pouce-là jusqu'à aujourd'hui. J'ai jamais eu de personne qui s'est proposé de faire ma com, donc j'ai jamais pu faire de com en particulier. Aujourd'hui, tout ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux, ben, c'est ou mon guide ou moi qui le faisons parce que ben voilà, parce qu'aujourd'hui c'est nous qui maîtrisons cette partie de com-là. Je dis pas que je veux personne, mais au contraire, j'aurais préféré être aidé. Parce que j'aurais peut-être eu beaucoup plus de chance et beaucoup plus de choses autour de la personne. Mais voilà, donc ça a toujours été une com qui a pas forcément été maîtrisée et qui a été faite de façon, entre parenthèses, solitaire. Et après, bah, ça a été beaucoup de chance, parce que c'est au fil de rencontres que ça s'est fait. Par exemple, mon premier sponsor, je l'ai eu, donc mon premier équipementier, je l'ai eu tout simplement parce que bon, on avait essayé de faire un petit pressbook qu'on a essayé de diffuser. Alors au départ, il y a deux marques qui ont pas forcément adhéré tout de suite, puisque bah, en fait c'était en 99 et à cette époque-là, il n'y avait pas du tout de... Bah, on ne sponsorisait pas les athlètes handi, ou très très peu. Et en fait, moi ça a été sur un concours de circonstances. C'est justement au fil de rencontres, justement pendant les championnats du monde de Séville. Ben en fait, moi je faisais une démonstration sur 200 mètres et le jour de ma démonstration, d'abord il y a eu Christine Aron qui était avec l'équipementier. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de le nommer. Donc, bon, si on peut le nommer, oui. Bon, bah, alors c'est avec Reebok. D'accord. Voilà, elle était chez Reebok et en fait elle était en dédicace au moment de juste avant ma course. Et comme on s'était rencontrés quelques temps auparavant, voilà, en fait, Christine a demandé à la personne qui s'occupait d'elle chez Reebok, elle a dit, bah, écoute, est-ce qu'il y a possibilité qu'on fasse une pause, parce que je voudrais aller voir Aladji courir. Et en fait, elle lui a dit ça, et la personne lui dit, mais Aladji, c'est qui? Parce que ça fait plusieurs fois qu'on m'en parle de lui. Et je ne sais toujours pas qui c'est. Elle a dit, bah, viens, faut que tu viennes voir la course. Tu vas voir comment ça se passe et tout. Moi, je l'ai vu courir il y a un an. Voilà, donc ce serait bien de venir voir sa course. Et il y avait ce jour-là la présidente Europe de Reebok qui était là. Et donc, elles sont venues voir ma course. Et elle lui a dit, bah, tu vois, ce serait bien de voir. Et elle lui a dit, bah, écoute, moi, j'ai bien essayé de faire quelque chose pour lui, mais justement, on me parle de lui, mais je ne l'ai toujours pas rencontré. Et un mois après, donc juste après les championnats du monde, il y a une autre athlète qui s'appelle Yamna Oubou, qui lui dit ben en fait, j'ai rencontré Aladji pendant les championnats du monde à Séville et apparemment, il n'a pas d'équipementier. Est-ce que Reebok peut faire quelque chose? Et elle lui a dit, bah, écoute, je ne l'ai toujours pas rencontré. Apparemment, je viens d'avoir son pressbook, je vais essayer de le contacter. Et Yamna lui a dit texto. Alors ça c'est la personne de chez Reebok qui m'a raconté ça. Hein. C'est pas moi qui l'invente. Elle me dit Yamna a dit que s'il n'y avait pas de possibilité de me prendre chez Reebok, ben en fait elle était prête à me verser l'argent qu'elle devait toucher pour avoir un sparring partner pour m'aider à me préparer pour les Jeux de Sydney. D'accord. Donc c'est comme ça que ça s'est fait et ça a été que des choses comme ça en fait. Ça n'a jamais été
Ça n'a jamais été calculé, c'est du réseau, des rencontres, des opportunités. C'est ça, en fait, c'est un réseau qui s'est fait petit à petit. Et en fait, voilà, c'est que des rencontres qui m'ont donné la possibilité d'avoir tel et tel sponsor ou de pouvoir être vu à tel ou tel endroit. D'accord, du coup, tu as appris aussi en faisant tout ça avec ton guide. Alors, en attendant de recevoir Julie, qui va venir nous rendre visite pour les questions des étudiants, peut-être une dernière question, Aladji, sur ta vie un peu plus personnelle aujourd'hui, parce qu'il y a un autre sport, tu en fais un depuis maintenant quelques années déjà, puisque tu as des enfants, donc c'est une autre forme de sport, donc tu as deux filles, une de 10 ans, une de 18 mois. Donc voilà, est-ce que par exemple, déjà, j'imagine que c'est aussi un peu sportif avec deux enfants, mais est-ce que c'est l'athlétisme, le sport, c'est quelque chose vers quoi tu les pousses elles aussi? Alors, en fait, ce qui est un peu compliqué, c'est quand on est déficient visuel et qu'on a des enfants, mais en fait, il faut, on est totalement et tout le temps sur le qui-vive parce que soit ils font pas de bruit et il faut savoir où ils sont et ce qu'ils font, ou sinon ils sont en mouvement et ils parlent et on est moins inquiet. Mais elles sont voyantes, tes filles? Comment? Elles sont voyantes, tes filles? Alors la plus grande voit, elle n'est pas atteinte par le rétinoblastome. Par contre, la plus petite, oui. Elle a 19 mois et on l'a détectée à sa naissance, donc il a fallu la soigner très très rapidement. Et donc elle est suivie à l'Institut Curie, comme moi j'ai été suivi sur la fin de la maladie. Et donc elle est suivie régulièrement à raison d'un rendez-vous au moins par mois. Et pour le moment, ça va. Oui, parce qu'elle a été suivie elle risque de perdre un tout petit peu la vue, en fait. D'accord. Donc c'est un autre sport et un autre challenge, tout ça. Ah, c'est sportif parce que oui, il faut deux enfants. Faut être super attentif et puis au début faut les réveils nocturnes, tout ça c'est vraiment c'est vraiment du sport. C'est un autre type de sport, mais c'est un autre sport. Mais après, c'est toujours aussi plaisant, quoi. Donc, j'imagine du haut niveau aussi, mais autre chose. Alors, Julie nous a rejoint sur le plateau, Julie, avec les questions des étudiants maintenant. Oui, on a reçu pas mal de questions d'étudiants et beaucoup de messages d'étudiants qui vous ont trouvé incroyable avec un discours très passionnant. Et vous forcez le respect, donc bravo. Voilà, discours incroyable, parcours impressionnant. Donc, c'est ce que ressentent les étudiants. Oui. Donc la première question de Manon, qu'est-ce qui vous a donné la force de participer au JO? Qu'est-ce qui m'a donné la force de participer au JO? Ouais. C'est... Alors, il y a deux choses. La première, c'est, comme on a dit en préambule, c'est l'envie de faire comme Carl Lewis. Au tout début. Je dis bien au tout début parce que quand j'ai commencé à m'entraîner, je me suis dit que faut être totalement fou pour s'entraîner comme ça. Et après, alors je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais je suis quelqu'un qui aime bien aller à l'encontre des choses qu'on me dit de ne pas faire. Donc quand on m'a dit que faire de l'athlétisme c'était quelque chose de compliqué, de dangereux, je me suis dit mais il faut que je fasse de l'athlétisme. Et puis le fait de pouvoir courir, c'est un des moteurs aussi, courir, parce qu'un non-voyant ne court pas naturellement. C'est pour ça que moi, quand j'ai commencé à faire de l'athlé, j'ai appris totalement à courir. C'est-à-dire qu'un voyant apprend la technique de course, mais moi j'ai appris à courir, ce qui est complètement différent parce que un non-voyant, alors je vais le faire avec les mains parce que sinon on ne verra pas. Quand on court, en fait, on est amené à faire ça. Oui. D'accord, le pied est obligé de faire ça au sol.
bam, bam, il griffe. C'est ce qu'on appelle griffer. Et un non-voyant, en fait, au lieu de faire ça, naturellement, il fait ça. Il freine, en fait. Parce que quand on marche et qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas de canne, par exemple, la première chose qu'on fait au sol, c'est on tâtonne. On tâtonne. On cherche. Et le fait de tâtonner, ben en fait, quand on court, en fait, le tâtonnement continue à se faire. Donc, au lieu de poser le pied, en fait, on va tâtonner avant de poser le pied. Et ce qui fait perdre du temps, en fait. Donc, l'idée, c'est que quand on est non-voyant, on apprend totalement à courir, à savoir poser le pied, à savoir lever le pied, et puis à savoir comment on se retrouve dans l'espace, parce que quand on est en course, à un moment donné, on a les deux pieds qui ne touchent plus du tout le sol. Donc, on est suspendu, mais comme on n'y voit pas, en plus, on n'a plus du tout de repère. Le seul repère qu'on ait, c'est le guide, puisque quand on est relié avec la cordelette, en fait, on a toujours le toucher avec le guide. Et donc, ça, c'était quelque chose de génial, parce qu'apprendre à courir vite, c'était quelque chose de super intéressant. Et après, la force, je pense que c'est le mental qui fait aussi ça, le dépassement de soi. Et puis après, c'est quelque chose qui est inculqué. Moi, j'ai appris aussi à me dépasser, parce que mon entraîneur m'a appris à me dépasser, à me dire faut aller au-delà de ce que je peux ressentir, de ce que je peux faire. Donc il y a plein de choses qui sont entrées en compte. Très bien, merci. Alors, question suivante de Sophie. Que pensez-vous du manque de reconnaissance des Jeux paralympiques face aux Jeux olympiques ? Alors, le manque de reconnaissance des Jeux paralympiques par rapport aux Jeux olympiques. La reconnaissance. On va réfléchir à la reconnaissance. En fait, le manque on a une reconnaissance. Alors, c'est pas la même, c'est vrai. Alors, ça induit un autre problème qui est pourquoi les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques ne se déroulent pas en même temps. Tout à fait. Moi, je dirais pourquoi les deux devraient se dérouler en même temps. C'est la question que je pose, parce que si on regarde bien, il y a les Jeux olympiques. Alors ça a été flagrant à Tokyo. Là, on avait une jauge limitée à 10 000 personnes au village olympique. C'est pour ça qu'en fait, pour la première fois, les athlètes arrivaient quasiment tardivement au village, et quand ils avaient terminé leur compétition, en fait, rentraient tout de suite à Paris. Alors qu'habituellement, les Jeux, on essaie d'arriver un petit peu plus tôt pour s'acclimater. Alors surtout quand on est dans un lieu comme Tokyo, où, en fait, en tout cas nous les Français, on est obligé d'arriver tôt pour travailler sur le décalage horaire. Et après on était au village olympique et on allait voir les autres compétitions. Là en fait, une personne qui terminait sa compétition tôt, par exemple en général les judokas, leur compétition se termine quasiment au milieu de la première semaine, et après ils allaient voir les autres. Mais là en fait ils sont rentrés tout de suite à Paris, parce que la jauge était limitée à 10 000 personnes. Aux Jeux paralympiques, ça a été moins flagrant, puisque en fait la jauge était toujours à 10 000 personnes, sauf qu'au village olympique, il y a beaucoup moins d'athlètes. On était, il y a 4500 athlètes qui étaient là pour les Jeux paralympiques. Donc si on était amené à mélanger tous les athlètes olympiques et paralympiques, on se retrouve dans un village qui n'est plus un village, mais qui devient une ville. Parce qu'en fait, on se retrouve dans un endroit où il y a plus de 25 à 30 000 personnes, donc ça fait une petite ville française, hein, donc voilà. Faut mettre tout le monde au même endroit, et ça devient compliqué. Et ça veut dire aussi que les Jeux, au lieu de durer 15 jours d'un côté et 15 jours de l'autre, en fait on est obligé d'avoir des Jeux qui doivent durer entre 3 semaines et 1 mois. Et sur certaines disciplines comme l'athlétisme, on ne peut pas mettre tout le monde en même temps. À un moment donné, quand il y a les fauteuils qui font une course, derrière, si on met des athlètes valides et puis après on met... voilà. En fait, ça devient
très compliqué en termes de logistique. Et donc, pour moi, c'est incompatible. La seule chose, c'est qu'il faut que les Jeux paralympiques soient beaucoup plus diffusés, c'est tout. C'est la seule vraie raison et la seule vraie réponse à cette question. En fait. D'accord. Très bien. Question suivante de Orana. Comment décririez-vous l'insertion des personnes en situation de handicap dans le sport de manière générale? Alors, là, j'ai pas entendu. Comment décririez-vous l'insertion des personnes en situation de handicap dans le sport de manière générale? Par rapport à mon propre handicap ou handicap de manière générale? Non, de manière générale. Mais l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, comment elle se situe, comment tu la décris, comment tu la vois? En fait, l'idée, c'est qu'il faut juste essayer de trouver moi, ce que j'ai toujours essayé de faire par le biais de la transmission, c'est d'essayer de trouver des personnes en situation de handicap qui, justement, ne faisaient pas de sport parce qu'elles pensaient qu'elles ne pouvaient pas en faire. En fait. D'accord. Donc, l'idée, c'est de leur montrer. C'est vrai qu'on voit beaucoup dans le monde valide faire les choses en entreprise, avec les enfants. On fait aussi beaucoup de choses en milieu carcéral, mais en fait, on va aussi dans des lieux comme l'hôpital de Garches, parce que il y a beaucoup d'enfants en situation de handicap ou des personnes, puisque l'hôpital de Garches c'est aussi un endroit où il y a un centre de rééducation, et souvent il y a des personnes qui sont en rééducation et qui se disent, ben voilà, je peux plus rien faire. Et l'idée, c'est de leur donner un espoir, de leur dire, ben, vous pouvez faire du sport. Alors qu'une personne en situation de handicap, c'est pas parce que du jour au lendemain, elle est en situation de handicap qu'elle peut plus rien faire. Aujourd'hui, il y a des exemples flagrants. Je veux dire, un gars comme Michael Jeremias, qui était tennisman debout, à la suite d'un accident, il s'est retrouvé en fauteuil, il a été médaillé aux Jeux d'Athènes, aux Jeux de Londres. Voilà, c'est quelqu'un qui a gagné en double avec Stéphane Houdet, qui a été encore médaillé cette année à Tokyo, en fait, tennis fauteuil. Donc, en fait, on va dire qu'il n'y a pas de fatalité, il y a toujours une possibilité de rebondir. C'est façon de parler. Thème de la masterclass, d'ailleurs, parfaite en transition. Et juste pour continuer sur la question de l'étudiant, est-ce que tu penses, par exemple, que dans le monde de la société d'aujourd'hui, les entreprises facilitent l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap? Ça a évolué de ce côté-là? Ça évolue. Pas dire que ça évolue, ça évolue. Ça évolue parce que justement, le fait d'aller en entreprise et de parler du handicap, en fait, ça évolue des deux côtés. Ça évolue aussi bien de l'entreprise qui... certaines entreprises essayent de faire des choses pour les personnes en situation de handicap et de les maintenir à leur propre poste. Parce que, voilà, soit on découvre qu'ils ont un handicap, ou alors ils sont devenus handicapés suite un accident du travail ou un accident tout court. Et de l'autre côté, il y a de plus en plus de personnes qui sont en situation de handicap, mais depuis longtemps, mais qui n'ont jamais montré, de peur en fait d'être soit changé de poste. Moi, ça m'est arrivé d'aller faire des interventions dans des entreprises comme Safran, où on avait une personne qui était malvoyante, mais qui arrivait à voir en fait sur un écran en utilisant des logiciels spécifiques et qui était justement dessinateur pour Safran. Et en fait, au départ, quand il a commencé à perdre un peu de vue, en fait, il a pas annoncé tout de suite qu'il perdait la vue, de peur en fait qu'on change de poste. Et en fait, les gens se sont rendus compte, et en fait, Safran a fait pour qu'il ait justement un autre logiciel beaucoup plus performant sur lequel il puisse travailler pour continuer à faire du dessin, parce qu'il voyait encore assez pour pouvoir dessiner sur un ordi. Alors après, c'est vrai qu'il dessinera moins avec un stylo ou un feutre, mais en tout cas sur l'ordi, il a aucun problème.
Ouais, les mentalités ont quand même évolué. Et il faut que ça continue d'évoluer d'ailleurs. Julie, d'autres questions? Oui. Pour reprendre un peu ce que vous venez de dire, question de Manon, testez-vous de nouvelles technologies pour faciliter votre formation sportive? Comme par exemple des lunettes sonores, ou est-ce interdit? Alors, en fait, il y a de plus en plus de technologies qui sont faites pour qu'on puisse utiliser les outils et le matériel d'aujourd'hui. Alors, c'est drôle, tout est parti encore une fois de Steve Jobs. Non, mais tout simplement parce que quand l'iPhone est sorti, alors c'est vrai qu'on le sait peu, mais quand l'iPhone est sorti, Steve Jobs avait fait une conférence de presse en disant que à partir d'aujourd'hui, on n'utiliserait plus le téléphone comme avant, et que le fait d'avoir un téléphone tactile, tout le monde se mettrait au téléphone tactile. Et en fait, il y a eu un début de class action aux États-Unis par les différents déficients visuels qui ont voulu attaquer Apple en leur disant c'est bien gentil de vouloir faire des téléphones tactiles, en disant que tout le monde utiliserait ce genre de téléphone, sauf que nous on ne peut pas les utiliser. Et donc ce qui a été un problème pendant, on va dire, 20 ans sur les PC, a été réglé en moins de 3 mois sur un téléphone. C'est-à-dire que entre le premier iPhone et l'iPhone suivant, il y a eu moins de 6 mois de sortie, parce qu'ils ont décidé de mettre un logiciel intégré dans l'iPhone et qui est maintenant est dans tous les iPhones et qui a son équivalent dans les téléphones sous Android. En fait, un logiciel qui est un logiciel de lecteur d'écran qui nous permet en fait de lire ce qu'il y a sur l'écran. Pour faire simple, en fait, c'est un logiciel qui fait l'inverse de ce que fait Siri. C'est-à-dire que Siri, vous lui parlez et il vous répond. Quand je dis l'inverse, c'est pas tout à fait l'inverse, mais il fait exactement comme Siri, sauf que vous lui parlez et il vous répond. Là, en fait, c'est vous posez le doigt sur le téléphone et en fait, vous, quand vous allez sur une icône, vous allez sur l'icône et vous levez le doigt et l'icône s'ouvre. Là, nous, en fait, on est obligé d'aller sur l'icône. Donc, le logiciel nous dit qu'on est sur telle icône. Et si on lève le doigt, en fait, il ne va rien se passer. D'accord. Par contre, si on double-clique, l'application va s'ouvrir. Et après, il va nous dire, voilà, vous êtes dans telle application avec... Donc, en fait, aujourd'hui, tout est quasiment vocalisé. Et donc, il y a plein de choses qui se font. Il y a autour du vocal, bien sûr, et pour les aveugles qui ne sont pas forcément prêts à utiliser que le vocal, en fait, il y a aussi la technologie autour du braille aussi qui est utilisée. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Non, on a fini, on a fait toutes les questions, c'est parfait. On est pile dans le timing. Donc merci encore beaucoup Aladji d'être venu nous voir sur ce plateau. On était ravis. Merci de m'avoir reçu. Ah ouais, ça faisait longtemps qu'on voulait te recevoir. Donc voilà qui est fait. En tout cas, les étudiants, merci de vos questions. Ne coupez pas tout de suite l'ordinateur puisque vous allez voir maintenant les incuber, donc toujours nos petits étudiants qui créent leur entreprise, mais pas que cela, puisque cet après-midi, on va retrouver aussi les équipes de Marc Dorcel, les équipes de social media et de marketing qui viendront vous parler donc de la stratégie de cette marque. Et puis on conclura avec Anne-Françoise et Jean-Michel Jarre, donc en musique, cette masterclass. À tout à l'heure. Merci à vous.